So we're ready to go? Go. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints à Espace 4 sur notre plateforme virtuelle pour ce lancement de Signes de vie, une nouvelle œuvre de littérature numérique de Geneviève Sicotte, qui est professeure d'études françaises à Concordia. Aujourd'hui, Geneviève rejoint en conversation par Emeline Pierre, chercheuse en études sur l'alimentation, et aussi de les membres de son équipe de projet, nous propose une conversation, une brève visite virtuelle et un atelier d'écriture interactif. Pour tous ceux qui nous rejoignent sur Zoom et sur Facebook, nous vous invitons à vous engager avec nous aujourd'hui en utilisant le chat sur Zoom ou en écrivant dans les commentaires sur Facebook. Pour notre public sur Zoom, une petite note pour vous informer que cette session sera enregistrée et sera diffusée aussi en direct sur Facebook. Mais si cela vous convient, nous vous invitons à partager votre vidéo et à prendre la parole aussi, surtout lors de l'atelier. Alors, merci et sans plus tarder, je vous cède la parole. Emeline, bienvenue. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être là. Avant de débuter notre conversation, permettez-moi de vous présenter nos intervenantes et intervenants. Geneviève Sicotte, professeure au département d'études françaises à l'Université Concordia, qui a conçu Signes de vie. Geneviève est en compagnie de ses collaborateurs. Mike Smart, qui a fait les photos et les vidéos de l'œuvre, qui est aussi instructeur en Communication Studies à Concordia. Chérie Simon, qui a traduit l'œuvre en anglais, également professeur au département d'études françaises de Concordia. Robert Marcel Lepage, compositeur de nombreuses musiques de films, maintenant aussi auteur de romans graphiques, qui a composé la musique. Et enfin, Christophe Alibert, qui a réalisé la conception web. Geneviève, Signes de vie propose un parcours virtuel entremêlant la musique, l'image, le texte, la vidéo et la voix. Il s'agit en fait d'une œuvre intimiste où tu nous convies à découvrir ce que tu appelles un musée imaginaire des nourritures. Alors, ce musée comporte 3 salles. Pourrais-tu nous guider à aborder ce site? Voilà, merci Emeline. Alors, j'ai partagé mon écran. Je pense que vous pouvez voir la fenêtre de Signes de vie. Et je vais aller tout de suite du côté français pour vous en parler un petit peu. C'est un musée virtuel, oui, tu le dis, un musée imaginaire des nourritures. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire là-dedans? C'est aller, en quelque sorte, dans les souvenirs alimentaires, dans les souvenirs primitifs, dans les souvenirs du corps, pour essayer de montrer comment la nourriture traverse des moments importants de la vie. Je vais baisser un petit peu le son, peut-être, voilà, avec cette ambiance sonore qui nous enveloppe et qui nous permet d'entrer peu à peu dans différents niveaux que la nourriture peut revêtir, hein, que ce soit sous la forme d'images, de récits de vie, de réflexion, de méditation. Tu disais, il y a 3 salles, hein, oui, effectivement. Donc, les 3 salles, on les a ici, en bas de l'écran. Et est-ce qu'on entre dans la première, qui est infra? Voilà, nous y sommes, dans infra. Alors, Emeline, je te laisse nous guider. On va y arriver, on va y arriver. Donc, Infra, c'est la première salle de ce musée qui regroupe des micro-poèmes ainsi que de courtes vidéos, des fragments en fait. Et le fragment, on a l'impression qu'il sous-tend ton œuvre. Pourquoi est-ce que tu as privilégié cette forme? Et deuxième question, était-ce pour mettre en lumière les différentes facettes de l'aliment? Oui, le fragment, c'est vrai. Mais on entend souvent parler aussi du fait que le numérique appelle la forme fragmentaire, puis je pense que c'est vrai.
les gens vont très souvent naviguer sur un site en allant chercher des bribes ça et là. Et je voulais accepter, au fond, ce fonctionnement, même si quelqu'un pourrait prendre la visite et la faire d'un bout à l'autre. Et le fragment, pour moi, il y avait cette idée que c'est le discontinu de l'expérience brute. Parce que l'expérience brute que donne l'aliment, bon, on peut la mettre en discours, la mettre en récit, puis je l'ai fait aussi, mais là, j'essayais de revenir vers quelque chose de plus primitif, vers le ressenti, un petit peu comme les flashs d'un rêve, si l'on veut, qui pourraient apparaître comme ça à travers des aliments qui vont revenir plus tard dans le site, hein, mais qui vont être développés autrement sur un autre niveau plus narratif, plus discursif. Infra dévoile justement un univers onirique et minimaliste, et on le voit, hein, les aliments sont érigés en œuvres d'art, elles sont magnifiées telles des natures mortes. Cependant, tu sembles revisiter cette esthétique en exposant des aliments vivants, comme par exemple, on verra sans doute probablement tout à l'heure, ce homard qui frémit. Et on se rend compte que ces denrées ont point en commun, eh bien, elles constituent un signe de vie, hein, qui ont le pouvoir de déclencher des souvenirs, des réminiscences. Mike, comment as-tu fait pour procéder, comment as-tu procédé en fait pour intégrer les sensations, les textures et la matérialité à travers les images? Zoom. OK. Vous m'entendez? D'abord, qu'est-ce qui est intéressant? Nous avons tourné ces images pour une projection au Espace 4. Alors, j'avais filmé ces images en 4K, qui était comme une résolution très haute qualité. Alors, d'abord, ça nous a aidé d'avoir des images avec beaucoup de détails, textures. Mais aussi, c'est comme avec l'idée, parce que on voudrait jouer avec l'idée d'avoir quelque chose très petit, très, très grand. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé? On a filmé vraiment avec un lentille macro, presque comme un microscope, même très, très près. Puis, et avec ça, je trouve ça intéressant. On peut voir, par exemple, les poils sur les oignons, surtout sur les framboises. J'adore ça, les framboises avec le petit poil. Le poisson a l'air presque métallique avec ses écailles. Aussi, on a choisi de filmer tout sur un fond noir. Et ça, c'est un noir, c'est un velours. Et qu'est-ce qui se passe avec le velours? Le velours absorbe toute la lumière et ça a vraiment fait sortir l'image et les couleurs. Alors, techniquement, on a joué avec l'échelle, on a utilisé le dernier cri de technologie pour avoir vraiment une belle image. Poursuivons donc, merci Mike, notre visite. Rendons-nous dans la seconde salle intitulée La vie même. C'est, dis-tu, Geneviève, la pièce centrale, le cœur de ce musée imaginaire. Les aliments que nous avons vus en préambule nous sont contés à travers de courtes narrations vidéo. Et l'aliment ici vient réactiver des réminiscences de l'enfance et de la jeunesse. Tu abordes aussi d'autres thèmes tels que la maternité ou le deuil. Et on a le sentiment que ce sont vraiment des étapes qui marquent une existence. S'agirait-il finalement de ton autobiographie culinaire? Et là, je reprends ton expression. Oui, j'ai parlé d'une autobiographie par l'aliment, oui. On peut dire ça. En même temps, la dimension fragmentaire fait que c'est discontinu, c'est des vignettes qui forment finalement une sorte de fil, mais il faut remplir les blancs soi-même. Et puis aussi, j'ai essayé, bon, là, vous me direz si ça marche, de choisir à la fois des aliments et des moments qui pourraient être résonner en fait avec les utilisateurs et les utilisatrices du site qui retrouveraient là des éléments de leur propre expérience. Donc,
une autobiographie ou une autofiction qui voudrait avoir des résonances et des échos qui soient partageables en quelque sorte. D'ailleurs, l'une des vidéos sur les framboises, j'en avais parlé dans un contexte à Hamilton il y a quelques mois, et beaucoup de gens m'ont dit « Ah, la cueillette des petits fruits ». Il y a quelque chose là qui va vraiment chercher une expérience à laquelle on a souvent tous participé. Donc, parler de soi, oui, dans quelque chose qui est de l'autofiction ou de l'autobiographie, mais aussi quand même essayer de rejoindre autrui à travers les expériences partagées qui sont les expériences du corps, de l'expérience alimentaire, mais aussi des moments particuliers où l'aliment vient s'inscrire dans un changement de vie. C'est comme ça que j'ai été orientée dans mes choix. Robert Marcel, je me tourne vers toi. Quelle a été ta démarche pour proposer une musique ou une ambiance sonore particulière? Il y a beaucoup de parallélisme entre la démarche visuelle et la démarche de composition dans une trame sonore de film. Une trame sonore de film, c'est un peu comme un club sandwich, là. Il y a plusieurs, si on prend des allusions alimentaires, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs étages. Et quand je reçois un film, surtout des films comme ceux-là, des courts-métrages, ce qui est important, c'est la voix. D'abord, parce que je dirais que c'est le chant. La voix, c'est le chant. Et en musique de film, souvent, il faut trouver après les instruments, les couleurs, les harmonies qui vont accompagner cette voix-là. Dans ce cas ici, ma chanteuse, c'est Geneviève. Geneviève chante tout le long sur tous les films. Et à chaque fois, je dois trouver des couleurs qui se distinguent et qui se détachent. D'autre part, l'idée de partir d'images d'aliments me fait penser aux sonorités très crues des musiques, des instruments acoustiques. Et ensuite, le traitement, parce qu'il y a souvent question de cuisiner, de changer l'apparence et le goût des aliments. C'est un peu la cuisine d'un studio. Donc, je pars d'instruments crus, des clarinettes crues, des sons, des pianos crus, et ensuite, je les traite en studio pour en faire une trame qui va être en parallèle de ma chanteuse. Et tranquillement, j'ai commencé avec les premiers films, La Cueillette, entre autres, La jeune femme qui ne mange pas à sa faim, où j'avais une approche très, je dirais, abstraite. Et tranquillement, au fur et à mesure des petits films, j'avais de plus en plus d'intrusions de mémoire, des extraits de musique de film, des extraits de musique plus conventionnelle, plus référencée. Et j'avais l'impression d'aller chercher des fragments de mémoire, des fragments de goût, des odeurs auditives du passé et du présent. Et donc, ma trame sonore s'est fabriquée comme ça. Ça répond à votre question? Absolument, absolument. Et les liens que vous établissez aussi sont fort intéressants que tu établis. Rendons-nous maintenant dans la dernière salle, qui s'intitule Hors champ. Elle réunit de brèves réflexions mêlées à de la poésie. L'écrit et le texte y occupent une place prépondérante, comme si, Geneviève, tu prenais le contre-pied de la tendance actuelle, qui a tendance à davantage tabler sur une nourriture spectacle. Chérie, quel défi particulier la traduction a-t-elle représenté pour toi dans ce contexte où le texte est prépondérant, justement? Je pense notamment à ce poème The Poison on Remedy. Oui, je vais y aller, si vous me permettez. Je vais juste quitter ceci, aller ici. Chérie, tu te souviens, quand on a travaillé particulièrement sur cet extrait, les gens peuvent comparer ici les deux versions. On a pensé que ça pourrait être quelque chose de tout à fait utile parce que c'est des littéraires qui sont dans la salle, de voir les choix que ça implique. Je ne sais pas s'il y a
des commentaires tout de suite, Chérie, que tu veux mettre en avant? Mais je vais dire d'abord que c'était vraiment un très, très grand plaisir de travailler avec Geneviève. C'était vraiment un dialogue. Alors souvent, une traduction littéraire, surtout quand il s'agit d'un poème, c'est la traductrice qui va de l'avant, qui fait des décisions sur le plan du texte. Mais pour nous, c'était un dialogue, c'est-à-dire qu'il fallait non seulement que je respecte le texte, mais le souvenir qui était derrière, le fait que c'était pas seulement un texte qui se tenait tout seul, mais qui était vraiment un reflet de l'enfance. Et j'ai trouvé particulièrement prenant ce petit texte sur la poupée dont les yeux se retournent à l'envers. Je pense qu'on a tous ce souvenir de une espèce de, on dit en anglais uncanny, mais en unheimlich, disait Freud. C'est ce sens vraiment de outre-tombe, c'est cette création qui est à la fois vivante et pas vivant. Et j'ai trouvé le texte très, très, très prenant. Et ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de temps pour trouver une formulation en anglais que je trouvais faisait honneur à la puissance du texte en français. Est-ce qu'on va le lire à haute voix ou on va tout simplement le regarder? Je ne pense pas, mais moi, je vais faire remarquer quand même, déjà, tu vois, en français, bon, on est long, hein, et le caractère direct de ta traduction sans article nous mettait déjà dans quelque chose qui est beaucoup plus puissant. Et puis, une autre chose que je voyais, tu viens de parler de cette poupée qui est uncanny ou inquiétante étrangeté. Voilà. Mais d'une certaine façon, les choix de traduction qui sont presque inévitables, mais mettent en évidence le fait qu'il y a une relation avec la poupée, avec ce « show you their blank underside ». Soudain, le sujet se trouve dans le texte, alors que dans mon texte original, le sujet est un peu absent hein, à ce moment du texte. Et puis, j'aimais aussi le dernier vers particulièrement. Ce que je mangeais tombait dans ce vide. C'est comme si tu as transformé ça dans une sorte d'antithèse hein, entre le « everything » et le void, qui me semblait donner là aussi une autre sorte de puissance. Et alors, ce que Chérie ne dit pas, c'est que régulièrement, les traductions qu'elle a faites m'ont amené à revisiter le texte dans sa version française. Et d'une certaine manière, ce dialogue-là, il s'est fait dans les deux sens, comme tout dialogue peut-être. Mais ça a été, là, oui, une vraie expérience d'écriture. De la même façon qu'avec la musique, je pense que Robert Marcel, tantôt, disait que ça, il y a une sorte de démarche qu'il a développée, qui soit un dialogue avec ma voix, mais aussi avec ma démarche. Quand Robert Marcel est arrivé avec la trame sonore de Privation, vous pourrez aller la revoir ou la réentendre, ben, c'est des percussions, c'est du tambour, et j'ai été vraiment très surprise de ça. Et puis pourtant, plus je l'écoutais, plus je me disais, ah oui, là, il y a une vision, il y a une interprétation de ce que j'ai proposé qui se traduit par un art autre qui va venir s'ajouter puis qui va donner une espèce de couche supplémentaire. Et même chose avec Mike, bon, on savait ce qu'on filmait, mais le montage était entre ses mains et la façon de raconter l'histoire, alors, prenait parfois une autre orientation, étant donné les choix qu'il pouvait faire. Alors, je dirais que dans tous les cas, et là, je ne parle pas de la conception du site web qui a été encore une autre étape supplémentaire où l'idée du musée se développe encore davantage. Je dirais que ces collaborations-là ont fait en sorte que l'idée d'autofiction ou d'autobiographie reste, bien sûr, mais en même temps, elle acquiert des couches multiples à cause de ces contributions multiples. Je vais sortir de cette... Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Je vais sortir ici. Si vous permettez, je vais juste aller quand même à la fin de la visite et au crédit, simplement pour vous inciter à aller sur cette page, pour voir tous ceux qui ont participé et qui ont donné de leur temps, de leurs compétences à ce projet, qui est un projet qui a pris presque 2 ans et demi, 3 ans. Donc, je te recède la parole, Emeline. Merci à toi Geneviève. Alors la parole, je vais la donner au public directement. Est-ce qu'il y aurait des questions parmi nos participantes et participants?
ou des commentaires à destination des différents intervenants et différentes intervenantes? Si je peux prendre la parole, je dirais qu'ayant un rapport intime avec mon épouse Geneviève, j'ai pu expérimenter de multiples façons ces dialogues, ces collaborations. Et donc, je suis très heureux d'avoir vu ça, d'avoir expérimenté à tous les niveaux, autant le film lui-même que la composition, que la traduction. C'est vraiment, je peux témoigner du fait qu'il s'agissait effectivement d'une collaboration étroite avec tous ces gens et je pense que ça rehausse l'œuvre que d'avoir pris cette forme et cette allure. Merci Michel Seymour pour ce témoignage. Y aurait-il d'autres interventions? Si je peux juste ajouter qu'est-ce que Michel vient de dire. Oui. Moi, ça fait quelques années, j'ai travaillé sur ces projets avec Geneviève et je trouve que j'adore ce genre de travail en équipe, pas juste avec moi et Geneviève, mais aussi avec Robert Michel et Christophe qui fait le site web, avec l'idée qu'on perde notre ego. Ça veut dire que c'était pas juste moi qui fais les images. J'ai fait ça en collaboration avec Geneviève et c'est drôle parce qu'on a fait ça chez elle. Aussi, on a travaillé avec les idées de Michel et même sa fille, Jackie. Et même des fois, le chien nous a donné des idées, quelques poils extra de velours. Mais et je suis bien fier. Félicitations, Geneviève. Je suis bien fier que ce projet avait beaucoup de vie, finalement. On a présenté ça à 4e Espace 4. Puis maintenant, c'est comme le site web. Puis j'imagine vous avez d'autres idées pour l'avenir. Je ne sais pas, mais je pense que ce que tu dis, Mike, c'est important. Le fait que c'était enraciné dans la vie. Puis je dirais, s'il y a une chose, moi, que je retiens, c'est aussi, quand on a commencé ce projet-là, l'idée, c'était au fond pour moi de répondre à la question, comment ça se fait que mon objet de recherche principal dans des recherches théoriques, c'est la nourriture? Puis qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Qu'est-ce qui vient me chercher, me mobilise, puis fait que je trouve que c'est un sujet inépuisable? Bon, j'aurais pu ne pas trouver de réponse. Il y a des gens pour qui un objet de recherche reste un peu extérieur, si l'on veut. Mais là, je pense que j'ai fini par trouver mes réponses, en tout cas. Pourquoi c'est mon obsession théorique autant que mon obsession de vie, en quelque sorte. Et ça, je trouve que c'est pour moi, au fond, la finalité véritable de ce projet de recherche-création, comme on dit souvent dans le jargon, hein. Donc, il y a un élément, bien sûr, de création, de faire une œuvre d'art si c'est possible, mais aussi de lier ça à une réflexion théorique qui va nous permettre de comprendre d'abord ce qu'on fait en tant que chercheur aussi, puis comment ça se travaille, ça s'inscrit dans un contexte qui est celui de la recherche, par exemple en études gastronomiques actuellement. Nous avons une question d'Elsa Laflamme. Nous vous écoutons. Est-ce que vous nous entendez, Elsa? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Merci. Ah, pardon, j'étais prise avec les boutons, là. C'est notre cas à tous. Nous écoutons. Oui, je voulais juste parler un peu de mon rapport justement à cette œuvre-là, puisque j'ai vu l'exposition à Concordia quand Geneviève l'a présentée. Puis, je suis frappée par la différence que ça crée dans la réception sur le plan, comme si on était passé à quelque chose d'encore plus intime à cause du format, alors qu'à Concordia, c'était vraiment très imposant, les images, la grandeur des images, des projections.
Puis le casque d'écoute, quand même, qui faisait une relation, qui créait un espace intime, mais je trouve que là, on est vraiment dans un espace encore plus restreint, plus serré avec l'œuvre. Puis j'ai l'impression d'une trajectoire, puis je me demandais si Geneviève voyait justement une suite à cette trajectoire-là. Est-ce que ça peut évoluer, aller ailleurs? Voilà, c'est ça. Genre, tu veux dire une suite avec d'autres vidéos? Ben oui, ou est-ce que ça t'amène à penser à un autre médium, à d'autres formats? Je sais pas. Non, écoute, je pense que si je pouvais réaliser tous mes désirs, il y a probablement 2-3 capsules de plus que je voudrais ajouter. Oui, c'est pas fermé complètement quand même. Non, parce que je trouve que la logique d'ensemble, elle est là. Je crois qu'elle resterait la même, mais une inspiration, pour moi, c'est Sophie Calle, qui fait beaucoup de texte-images dans certaines œuvres qu'elle a. Puis un petit ouvrage que j'aime beaucoup, qu'elle a fait, qui s'appelle Des histoires vraies. Elle en a fait une seconde version, comme 7-8 ans après la première version. Elle a ajouté des photos, des textes à la fin, puis ça fait relire le reste autrement, mais ça garde la même cohérence. Donc, je me dis pourquoi pas, mais j'ai quand même un sentiment, là, quand même, d'avoir bouclé une boucle. Et aussi d'avoir le goût de revenir à une écriture aussi, peut-être plus simple, parce qu'il y a un élément de complexité. J'ai appris tellement dans tout ce projet, mais il y a une courbe d'apprentissage qui est parfois un petit peu escarpée. Donc là, d'une certaine façon, revenir à ce qui serait un terrain plus connu, peut-être que ça sera ça. Cela dit, le filon de la recherche-création, puis d'investir quelque chose de personnel dans notre recherche. Bien là, je crois que ça, pour moi, c'est ma découverte et ce serait, je pense, un chemin que je voudrais suivre. D'ailleurs, ça va être à ça qu'on va vous inviter dans une seconde avec la suite de la rencontre. Tout à fait. Donc, Geneviève, justement, nous convie dans la deuxième section de cette rencontre à votre tour maintenant de vous lancer dans ce processus créatif de signes de vie avec un exercice de composition de micro-poèmes. Geneviève. Voilà, un exercice ludique, hein? Un exercice sans prétention, avec, bon, le point de départ, je ne suis pas une écrivaine, j'ai écrit cette œuvre de littérature numérique conçue, mais je me définis vraiment encore d'abord comme une chercheuse qui va faire de la création si ça se présente, si ça se trouve. Et dans cette perspective-là... Et chanteuse maintenant aussi. Oui. Chercheuse et chanteuse. Tu m'as vraiment honorée avec ce titre. Mais donc, l'idée de vous inviter dans ce qui a été mon processus créatif, puis vous partager un petit peu, comment dire, comment moi je l'ai abordé et comment ça m'a aidé peut-être de l'aborder de cette façon pour vaincre des blocages, parce qu'inévitablement, il y en a toujours, en particulier quand je me mets à écrire de la poésie, je me dis « Oh, qu'est-ce que je fais là, moi, à écrire de la poésie? » Et alors, voilà, je vous convie à écrire quelques micro-poèmes. Probablement que ça sera on aura le temps d'en faire un, peut-être deux. On verra bien le rythme de cette classe que j'ai devant moi, où je sais qu'il y a beaucoup d'élèves très, très rigoureux. Je connais plusieurs d'entre vous. Merci d'être là, d'ailleurs. Et donc, je vous dirais, on va écrire des micro-poèmes un peu sur le mode de ce qu'il y a dans la partie infra du site, avec quelques photos qui ont été prises par Michael Smart et qui n'ont pas trouvé leur chemin jusqu'à la version finale du site. Donc, ce sont des photos que moi, j'investissais dans un certain sens, mais que vous pouvez maintenant vous réapproprier. Je vais vous montrer d'abord les 4 photos. Vous allez pouvoir en choisir une parmi celles-là. Je vais vous les remontrer en cours de route, mais je vais les faire défiler maintenant pour que vous puissiez les voir. Pendant ce temps-là, il faut que vous essayiez de vous faire une idée. Donc, on a bien vu les 4. Je les remets ici, comme ça. C'est sûr que c'est moins joli, mais je pense que vous êtes capable de vous référer là maintenant à chacune des photos. Alors, notre premier moment, et on va avoir vraiment, c'est
un timing rapide, parce que l'idée, c'est d'essayer d'être spontané puis de ne pas se prendre la tête. On ne fait pas les mémoires d'outre-tombe, là. Donc, y aller avec intuition, avec spontanéité, on va essayer de choisir parmi, pour cette photo, des mots-clés qui vont être liés aux données sensorielles, aux ressentis intimes et au contexte de consommation. Ça, c'est notre premier moment où on essaie de se mettre à l'écoute de la photo ou de l'aliment plutôt qu'on a choisi avec cette photo d'inspiration. Alors, je vous remets ça, excusez-moi, voilà, comme ça. 2 minutes. Et là, mon timer est commencé. Vous pouvez y aller sur votre écran d'ordinateur ou sur un papier à côté. Les poèmes auxquels on va arriver vont être courts, mais en même temps, s'ils sont déjà écrits et que vous avez envie de les partager, ce n'est pas obligatoire bien sûr, mais si vous avez envie de les partager avec tout le monde, c'est bien sûr possible. Donc, la forme, la couleur, la texture, l'odeur, la saveur, avec des mots. Si vous avez déjà quelques formules, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire du tout. Le ressenti intime, moi, c'est ce que j'essaie vraiment de pousser dans la mémoire du corps, dans les effets qui peuvent être agréables ou désagréables. Hein. Puis le contexte de consommation, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que j'ai mangé cet aliment? Pourquoi, en fait, l'avez-vous choisi? On va vous laisser encore une trentaine de secondes. OK, ici, est-ce que tout le monde a une dizaine de mots-clés? Est-ce que tout le monde a une dizaine de mots-clés? Oui, hein? OK. Alors, on va aller à l'étape 2 et c'est là qu'on va commencer à écrire un petit peu plus. J'appelle ça cheminer vers le texte. Hein? Encore là, l'idée est de, à mon avis, rester dans quelque chose qui serait simple. Et je vous donne une série de paramètres. Hein? Un bref poème. On ne veut pas que ça soit trop long. Entre 2 et 5 vers libres. Donc, pas besoin de se contraindre à la rime ou un compte syllabique particulier. Cependant, si vous voulez le faire, vous pouvez. Moi, je me suis rendu compte que j'ai une propension à l'octosyllabe, si je dois confesser quelque chose, qui est, semble-t-il, le vers de l'intime par excellence hein, dans la tradition poétique. Mais donc ici, c'est bien sûr à votre choix. Et puis, vous pouvez créer de la symétrie, mais vous pouvez créer bien sûr aussi des déséquilibres. Hein. Un autre élément, une notation sensorielle ou une notation de temps, une notation de temps. Notation de temps étant un paramètre qui est tiré des contraintes du haïku, dont on pourrait au fond s'inspirer ici, bien qu'on ne fasse pas véritablement du haïku. La notation de temps permet de fixer dans la saison, d'ancrer dans le concret, de la même manière qu'une notation sensorielle, évidemment, peut le faire. Hein. Puis on peut penser à la vue, mais on peut penser à tous les sens. Il ne faut pas négliger les sens qui sont souvent moins légitimes, le goût, l'odorat, le toucher, les sens qui nous amènent vers le primitif, vers le brut. Et puis la perspective subjective ou le point de vue spécifique qui vont encore là ancrer notre propos. Alors, je vous remonte les images avec les consignes. Et là, on va se prendre un 4 minutes, je dirais.
Je vais faire un appel à tous. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà terminé une première version? Levez la main si c'est le cas. On se laisse encore une minute. Si vous avez déjà une version, alors moi j'aime bien là interrompre et puis se demander qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai. Bon, on tend à être explicatif très souvent, à mettre plus de mots qui n'est nécessaire. Donc, est-ce qu'on peut simplifier quelque chose? Le rythme et le déroulement. Alors, un élément très intéressant que la tradition du haïku va beaucoup valoriser, c'est d'intervertir des vers qui normalement arriveraient dans une succession logique et linéaire, de les intervertir pour créer une forme d'effet de surprise, pour créer même une sorte de mini-suspense au sein du poème. Alors, essayez de voir, est-ce que l'ordre que j'ai choisi pour mes vers pourrait être modifié de telle sorte que ça met une sorte de punctum, dirait Barthes, et que ça vient piquer l'intérêt du lecteur. Voilà. Est-ce que j'explique trop? Est-ce que j'explique suffisamment? Ou est-ce que je laisse l'évocation? Est-ce qu'il y a même des éléments... J'ai une proposition pour vous. Puis, est-ce que j'y retrouve ce qui m'a inspiré dans la livre? Oui. Vas-y, Robert Marcel. Alors, sur fond noir, velours, c'est Arcimboldo. Il y a des brèches, des ruptures, des écoulements en écho. Entre jujube et coco, entre miche et épi, là j'ai faim tout à coup. Pain rompu, croûte ébréchée, œuf éclaté, coquille absente. Mais maïs chevelu, enveloppe fendue, jujube inentamé, privation. Moi, je pense qu'il faudrait que tu nous copies ce poème-là dans la section des commentaires et tout le monde pourrait s'y référer. Comme dit le grand écrivain François Tcheng, il faut toujours réentendre un poème pour vraiment le saisir. Là, tu as choisi d'aller vers l'ensemble des aliments qui sont proposés, puis même, je dirais, de faire des... Mais je suis gourmand, moi. Je suis un gourmand. Alors, mais vas-y, redis-le nous. Je le redis? OK. Il me semble. Oui, sur fond noir, est-ce que j'ai ouvert mon micro? Oui, oui, ça marche bien. Sur fond noir, velours, c'est Arcimboldo. Il y a des brèches, des ruptures, des écoulements en écho. Entre jujube et coco, entre miche et épi, là j'ai faim tout à coup. Pain rompu, croûte ébréchée, œuf éclaté, coquille absente. Maïs chevelu, enveloppe fendue, jujube inentamé, privation. Est-ce qu'il y avait un point d'interrogation après privation? Oui. Bien vu. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager son poème? Alors, parce que j'ai ici, voilà, différentes photos. Est-ce qu'il y en a qui ont fait sur l'œuf, par exemple? J'ai pas de volontaire. Moi? Oui. Julie. Allô? Salut. Moi, j'ai accroché sur l'œuf, là, évidemment, dans son côté gluant. Je ne sais pas si j'ai respecté les consignes. Je suis allée... j'ai de la misère à fonctionner sous la contrainte là, de consignes pour l'écriture. C'est parfait. Nous t'écoutons. Vas-y. J'ai écrit un peu, donc sur le détail de l'œuf. Donc, ça commence comme ça.
Donc, c'est oubli du matin. Hier soir, en m'endormant, j'avais oublié cette fente brisée, la chair molle de l'œuf, collante, visqueuse, sans grande pertinence, une odeur à la fois subtile et banale, la nourriture tranchante du quotidien. Je me sens enfargée un peu dans mes mots. On peut demander une deuxième lecture. Oui, OK, je reprends. Oubli du matin. Hier soir, en m'endormant, j'avais oublié cette fente brisée, la chair molle de l'œuf, collante, visqueuse, sans grande pertinence, une odeur à la fois subtile et banale, la nourriture tranchante du quotidien. C'est qu'évidemment, c'est sur l'œuf, là. Oui. Pas sorti mais je trouve, tu dis que tu n'as pas respecté les consignes, mais je trouve qu'on sent très, très bien d'abord la présence d'un sujet qui nous amène dans son temps à lui. Il y a le matin, il y a la veille, l'oubli. Donc, on est dans quelque chose qui est très ancré déjà. Et puis après, la texture, hein, parce qu'il me semble que ce qui se ressort dans la photo de Mike, c'est cette texture du jaune. Dans la vidéo originelle, d'ailleurs, le jaune coulait d'une manière presque interminable. Et tu nous fais, Julie, retrouver cette texture collante et puis l'odeur de l'œuf. Hein? Ouais. Odeur pas très agréable, mais qui fait partie de l'expérience, quoi. Je pense qu'on avait un autre sur l'œuf, hein? Est-ce que j'avais bien vu? Absolument, d'Alice. Je ne sais pas si elle veut le lire directement ou on peut peut-être le lire, puisqu'elle le propose dans la section du chat. Oui, je suis là. Parfait. Alors, on t'écoute, Alice. Attends, parce que moi, je l'écrivais tout de suite dans la conversation. Je ne savais pas trop où l'écrire. Donc, j'avais marqué Geneviève, c'est vraiment magnifique. Hein, je n'avais pas encore vu le projet. Le jaune coule dans sa chaleur, s'effondre pour trouver le chemin de la bouchée de pain, parce que j'essayais de faire comme un rhizome dans les différentes images. Mais bon, j'avais juste commencé, mais je ne savais pas où les inscrire. On a besoin que tu nous relises quand même. Il est presque comme un haïku, là, le tien. Relis. C'est ça. Le jaune coule dans sa chaleur, s'effondre pour trouver le chemin de la bouchée de pain. J'entends pas bien la coupe des verres. Parce que il y en a juste deux. Donc, il y a deux verres, OK. Ouais. Le jaune coule dans sa chaleur, s'effondre pour trouver le chemin de la bouchée de pain. Ça donne faim. Parce que souvent, on parle des aliments sans nécessairement parler de leur consommation. Hein? Je pense que tantôt, Emeline, tu parlais de la pornographie alimentaire ou disons le règne de l'image dans le domaine alimentaire. Ben, ça crée cet effet de distance alors que là, il y a quand même l'incorporation, la bouchée, le chemin. Je pense qu'il y a quelque chose qui est riche. Est-ce que j'avais vu Marie-Noël tantôt qui avait levé une main pour... Il faut t'unmuter, comme on dit. Là, tu m'entends? Vous m'entendez? OK, oui. Moi, j'ai choisi l'œuf. J'adore les œufs mollets. J'ai un fait pour les œufs mollets. Ouais, puis j'ai pensé, c'est ça, le contraste, surtout le jaune de l'œuf qui est vraiment lumineux. Donc, c'est comme ça que j'ai transposé l'effet. Une lumière qui s'écoule, onctueuse et tiède, du corps blanc qui l'enfermait, suave et collante, des doigts à la langue. Parce que souvent, je prends les œufs à la coque comme ça, je les ai dans la main, puis des fois, ça coule sur les doigts. Mais je me lèche les doigts. J'aime beaucoup des doigts à la langue parce qu'on voit que déjà, nommer des parties du corps nous fait habiter différemment notre corporéité, mais particulièrement nommer des parties du corps, disons, que nous ne nommons pas toujours, la langue, va tout de suite créer une espèce d'empathie ou de résonance avec l'expérience vécue. Est-ce qu'on change d'aliment? On va aller, par exemple, au maïs. Il y en a qui ont choisi le maïs. Allô? J'ai choisi le maïs. Hélène, oui. Oui, bonjour Geneviève. C'est fantastique en passant. Hein? J'aime beaucoup ce lancement virtuel.
Donc, je vais lire ce que j'ai préparé, puis je vais expliquer par la suite. Ô les beaux jours de fin d'été, les épis dorés, brûlants, sucrés de mon oncle, la famille pépit tout autour, livre de beurre fondu, salière vide, ô les beaux jours des réunions d'antan. Mon oncle était fermier et il faisait pousser du maïs pour le géant vert, le Green Giant. Et donc, à chaque année, on allait à la ferme et on avait des réunions de famille dans l'espèce de c'est pas un garage, mais une espèce d'abri. Il y avait il y avait une espèce de gros chaudron dans lequel les épis de maïs étaient bouillis. Il y avait une longue table ensuite avec la livre de beurre, puis on prenait l'épi de maïs qu'on roulait directement dans la livre de beurre. Et après ça, on prenait la salière, puis on la vidait sur le maïs, même si le beurre était salé. Et mon oncle a vendu la ferme et ça fait des années qu'on n'a pas eu ça. Ça fait au moins 30 ans qu'on n'a pas, pas eu de réunion de famille comme ça. Donc, ben. Je dirais que la répétition de « Oh, les beaux jours d'été » nous place sur un terrain de nostalgie, justement, hein, le rapport au temps passé. Oui, et en passant ton questionnement tantôt sur, tu as mentionné de regarder ce qu'on avait écrit et de voir s'il y avait une façon d'inverser certaines lignes, certains vers. C'est ce que j'ai fait parce qu'au départ, j'avais une répétition de « Ou les beaux jours de fin d'été, ou les beaux jours des réunions d'antan ». Puis je l'ai mis au début, puis je trouve que c'est mieux comme ça aussi. Mm-hmm. Oui. Est-ce qu'on en a d'autres sur le maïs? Merci, Hélène. Oui, avec José, je ne sais pas si José voudrait nous lire son texte. Bonjour, José. Bonjour. Voilà, c'est les pluchettes et les pies, la joie des rites non respectés, la tristesse de la fin de l'été. C'est tout. Prise 2. Il faut relire. OK. Je l'ai mis sur le chat. Les pluchettes et les pies, la joie des rites non respectés, la tristesse de la fin de l'été. Pourquoi la joie des rites non respectés? C'est comme la transgression? Tout à fait. C'était un repas où on n'était pas assis, où on mangeait n'importe quoi. Personne ne surveillait ce qu'on mangerait. Moi qui étais une enfant difficile avec la nourriture, ça faisait mon bonheur. Et, mais en même temps, ça voulait dire que c'était la fin de l'été à la campagne. C'est un peu l'équivalent d'Hélène tantôt avec la livre de beurre puis la salière. Tout à fait. Oui. C'est la liberté. Hein? Oui. Quelque chose de primitif encore là. Bon, mais je suggère qu'on passe encore à une autre image, les bonbons. Les bonbons. Est-ce qu'il y en a qui ont choisi cette image? Marie-Christine Lambert, je crois que tu nous as proposé quelque chose à ce sujet. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, des billes lisses roulent entre les doigts. Le rose, le rouge, le jaune éclatent sur la langue. Un ourson disparaît. L'excitation des soirées spéciales, souvenir d'une enfance sucrée acidulée. Encore? Des billes lisses roulent entre les doigts. Le rose, le rouge, le jaune éclatent sur la langue. Un ourson disparaît. L'excitation des soirées spéciales, souvenir d'une enfance sucrée acidulée. Je trouve que tu nous emmènes presque dans l'univers de l'enfant qui a les bonbons entre ses mains, tu sais, hein? Et qui a ce trésor-là sur lequel il a pu, comme ça, mettre la main, et ça roule, ça brille, c'est tentant, c'est extraordinaire d'avoir ça. Et un ourson disparaît, là, c'est comique, c'est ludique. Hein? On pourrait dire qu'il y a un effacement du sujet. C'est pas « je mange un ourson », en fait, c'est un petit peu impersonnel, mais ce caractère ludique va très bien avec l'univers des bonbons, justement. Est-ce qu'on a d'autres contributions sur ce sujet? On a d'autres contributions, par contre, sur le pain.
Ben alors, je vais aller tout de suite au pain. Mais moi, je vais vous dire, avant qu'on y aille, je vais vous dire mon poème parce que j'avais choisi les bonbons. Le dépanneur s'appelait Chez Piché. Pour 10 cents, les grains de sucre acide consolaient ma lèvre. Souvenir Chez Piché. C'est peut-être un petit peu contingent, mais je me disais, la contingence est parfois bonne pour ancrer. Donc, je le refais. Le dépanneur s'appelait Chez Piché. Pour 10 cents, les grains de sucre acide consolaient ma lèvre. Il y avait des espèces de casiers avec un plexiglas derrière la caisse. Et quand on passait derrière la caisse dans un petit corridor, on voyait tous ces bonbons qu'on pouvait commander à l'unité et qui nous mettaient dans un sac de papier brun. Encore là, on avait l'impression d'avoir un trésor entre les mains quand on en avait acheté pour 10 cents. Alors, on va passer, comme le suggérait Emeline, au pain. Avec Michel Seymour qui sera suivi par Patrick Charles qui voudrait nous lire son poème tout à l'heure. Alors Michel? Je crois que Michael avait aussi quelque chose à lire. Oui, absolument. Je lui laisserai aussi la parole. Je recherche le mien, je ne sais plus où je suis. Là. Alors, entre-temps, passons la parole peut-être à Michael, qui avait son poème juste avant, et ensuite Patrick. Michael, on t'écoute? Mon poème, c'est plus pour lire que dire, de parler. J'ai joué avec l'idée, avec la maïs et le mot mais. Et mon poème, c'est basé sur des souvenirs quand j'étais jeune. On habitait sur l'île de Prince-Édouard. Fin d'été, il y a toujours des kiosques à côté de la route où les fermiers vendent leurs produits. Puis mon père était fou pour les blé d'Inde, maïs. Puis parce qu'il y a mais nous, on n'était pas fous pour ça, mais on veut toujours arrêter pour la crème glacée, mais il dit non, c'est toujours... mais il arrêtait toujours pour acheter le maïs, le blé d'Inde à la fin d'été. Alors, et aussi, j'étais un peu inspiré par le œuf qui coule parce que c'est toujours très, très chaud. On était 5 enfants dans une petite voiture, pas de clim, dans les années 70. Alors, et vous voyez que je commençais fin d'été, on arrête, puis à la fin, je dis on arrête, fin d'histoire. C'est un peu comme... Moi, je n'ai pas accès au chat étant donné que je suis en partage d'écran. Est-ce que, Emeline, tu veux nous lire le poème de Mike alors? Absolument. Alors, ça dit ceci. Fin d'été, on arrête. Au bord de la route campagnarde, c'est chou. On peut cuire un œuf sur le macadam de la route. Voilà. Ah. Est-ce que c'est complet? Non, c'est pas complet. Non, je me disais bien. J'ai frappé le mauvais touche, puis ça a envoyé à tout le monde. Mais c'est correct. On va continuer. Merci, Mike. Patrick? Vous m'entendez? Absolument. OK, d'accord, je vais lire. Alors, mon court poème, c'est sur l'œuf, notamment le jaune d'œuf qui se vide de sa coquille. Ça se vide de sa coquille immaculée, jaunâtre comme le soleil qui somnole au pied de l'horizon perdu. Ça se jette dans le vide. La terre le renifle, l'absorbe de sa langue spongieuse. C'est comme l'eau de ma bouche qui, l'en vient à mourir, coule sur ma poitrine. C'est fini. Tu nous fais une sorte de paysage, je trouve. Hein? Il y a quelque chose de cosmique où l'œuf devient... Est-ce qu'on peut le relire, en fait? Ça se vide de sa coquille immaculée.
jaunâtre comme le soleil qui somnole au pied de l'horizon perdu. Ça se jette dans le vide, la terre le renifle, l'absorbe de sa langue spongieuse. C'est comme l'eau de ma bouche qui l'en vient à mourir, coule sur ma poitrine. Oui, mais c'est des noces cosmiques, en fait, hein? À travers l'œuf et le jaune et la terre et le corps du mangeur. C'est très beau, merci. Merci. Michel, on revient à toi. Est-ce que tu as retrouvé ton poème? Alors, j'ai probablement à la fois, à l'occasion de ce très court poème, l'expression de ma déformation professionnelle d'intellectuel et aussi le fait que je sois plutôt glouton et que j'aime la bonne chair. Ça se lit comme suit: rompre le pain et boire le vin ensemble, c'est un Dieu immanent qui fait sentir sa présence. Un rituel païen, un banquet divin qui rassemble. Est-ce que je dois relire, Geneviève? Rompre le pain et boire le vin ensemble, c'est un Dieu immanent qui fait sentir sa présence. Un rituel païen, un banquet divin qui rassemble. Je pense que le fait qu'on ait une photo de pain qui est rompu, justement, nous fait entrer dans l'objet d'une autre façon, hein? Il est déjà là pour être consommé, partagé, et c'est pas comme un pain rond qui serait réfractaire à être mangé en quelque sorte, hein? Et il y a une pseudo-rime entre pain et vin et païen et divin. Ah oui. Est-ce qu'on a encore des gens qui voudraient partager? Je pense qu'on a fait le tour de toutes les images, mais peut-être qu'il y a des gens qui veulent se risquer finalement en fin de compte. Il y a Elsa Laflamme qui voudrait intervenir, mais juste avant que je lui donne la parole, il y a José qui se demandait à propos de ton poème « Chez Piché », est-ce que c'était celui de Ville-Saint-Laurent? La grande question. Oui, oui. Bon, ben voilà. Serions-nous, José, d'anciennes voisines? Oui. Alors, voilà, question répondue. Je cède la parole à Elsa qui sera et ensuite à Gada. Alors, Elsa, on t'écoute. Oui, c'est sur les bonbons. Un trajet pour plonger la main du sac à la bouche, c'est Noël en boucle, petit ours en autobus. Encore. Ah, encore, OK. Un trajet pour plonger la main du sac à la bouche, c'est Noël en boucle, petit ours en autobus. S'il y en a parmi vous qui ont des enfants, vous connaissez Petit ours, hein, qui est une émission aussi qui existait. Mais je trouve que c'est intéressant, Elsa, tu as retrouvé, comme Marie-Christine, hein, la main de l'enfant qui contient les bonbons, le geste de puiser. Et c'est là, quand on parle d'une mémoire du corps, hein, on partage des souvenirs, on a en commun des expériences alimentaires qui sont des expériences de vie, de la sensation, de la manière d'être au monde. Et l'enfant, comme ça, qui a devant lui cette abondance, je pense, un grand sentiment de plaisir, de pouvoir presque, hein. Donc, c'est intéressant. Est-ce que j'ai entendu que Rada a aussi un poème à partager? Tout à fait. Écoute, je me risque là, c'est la première fois de ma vie que je fais ça, en tout cas. Là. Pain trempé, lèvres entrouvertes, jaune coulant, bouchée fondante, sourire rayonnant. Voilà. Tu m'entends? Donc, tu étais sur l'œuf, là, toi. Oui, un peu le pain, un peu l'œuf. Alors, on reprend encore une fois. OK. Pain trempé, lèvres entrouvertes, jaune coulant, bouchée fondante, sourire rayonnant. Beaucoup de symétrie, hein, qui d'une certaine façon donne un moment de sérénité dans ce petit repas du matin, peut-être. Un petit peu puis on est dans la sensualité, un petit peu. Oui. Ouais. Merci. Merci Et à je pense toi. qu'on a passé à travers le temps de l'atelier. Je vais sortir de ce... Je vais
arrêter de partager mon écran, je suppose. Et je vais laisser... Est-ce que... Oui, ça va? Ça va, je pense que toutes les contributions ont été présentées, donc c'est vraiment, ça a été une très, très belle expérience. J'espère, chers participants, chères participantes, que cette activité vous a donné envie de plonger dans le merveilleux monde des aliments et de ce qu'ils signifient pour nous. Merci à tout le monde d'avoir... Oui, merci à tout le monde d'avoir été là. Vraiment, c'est un plaisir de retrouver des têtes connues et d'autres que je connais moins ou que je ne connais pas ou que je ne connais que par Facebook. Mais en tout cas, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir été avec vous et je vous remercie pour votre présence. Et je remercie encore à tous les collaborateurs, Michael Smart, Robert Marcel Lepage, Sherry Simon, Christophe Alibert, qu'on a vu seulement par son nom sur sa vignette, mais je sais qu'il était là. Des gens qui ont été très, très importants dans le processus. Merci à tous les gens aussi qui sont mentionnés au générique dont je vous parlais, les musiciens, les gens qui ont aidé à différentes étapes de ce processus. Et merci aux gens de l'Espace 4 qui nous ont reçus gentiment et qui nous ont coachés pour les défis technologiques que présentait ce lancement à distance. Je pense que j'en ai terminé. Merci. Vanessa va reprendre la parole probablement. Oui, merci. Merci à vous tous et toutes de la part d'Espace 4. Un grand merci à Geneviève de nous avoir porté et présenté aujourd'hui ce formidable projet, à Emmeline pour son excellente animation et comme toujours à notre public pour nous avoir rejoints sur Zoom, sur Facebook et dialoguer avec nous. Si nous pouvons emprunter encore juste une petite minute de votre temps, j'ai mis le lien vers un court sondage ici dans le chat. Ce serait formidable d'avoir votre avis sur l'événement aujourd'hui. Finalement, nous vous invitons tous à suivre Espace 4 sur nos réseaux sociaux @CU4Space ou à visiter notre site web concordia.ca/4 pour en savoir plus sur les autres événements virtuels à venir qui, comme cet événement aujourd'hui, servent vraiment à mettre en évidence la recherche et les activités de l'Université Concordia. Alors, merci et à la prochaine tout le monde.